Retour sur le plateau du Grand Direct. On va revenir évidemment sur l'information du jour en Israël, la nomination d'une femme à la tête de la Banque centrale israélienne. Poste éminemment politique, très convoité depuis des mois. On va en parler avec Élise Brézis, professeure d'économie à l'université de Bar-Ilan ici en Israël. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Alors, ça a été un très long feuilleton qui a accaparé, on va dire, les pages économiques des journaux ici en Israël. Pourquoi est-ce que ça a été si long d'abord ? Bien, parce que je pense qu'ils avaient effectivement une difficulté de faire le bon choix. Ils avaient commencé par Yaakov Frenkel, qui en fait était un excellent économiste, mais enfin nous connaissons la fameuse saga du sac acheté ou pris. Voilà, dans un aéroport. Dans un aéroport, ouais. Et puis ensuite, eh bien, c'était de mal en pis, et finalement ils se sont retrouvés avec une impression que chaque nom, eh bien, on peut toujours retrouver quelque chose dans l'histoire d'une personne. On peut trouver qu'elle a crié une fois sur une personne, que son voisin n'était pas content, et donc ils se retrouvaient dans une situation très problématique. Alors, ils ont pris l'idée de ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire de donner plusieurs noms et puis de vérifier ensuite. Mais alors là, d'abord, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, et ensuite, sur chacun, il y avait aussi une petite histoire. Donc, c'était vraiment c'est quoi, c'est un traumatisme saga. À la DSK. On ne voulait pas avoir quelqu'un comme le scandale avait été énorme à l'époque. Ah oui, je pense que c'est une excellente idée de parler de DSK en France. C'était quand même bien moins grave, mais quand même, vous savez, des fois, des toutes petites choses, on essaye d'en faire des grandes histoires. Et alors, le choix d'aujourd'hui, je crois que c'est vraiment un choix parfait, parce que c'est un choix politique par excellence, mais un choix économique très convenable pour tout le monde. Donc Karnit Flouk qui occupait le poste de gouverneur par intérim, elle était, en fait c'est la continuité de Stanley Fischer qui a été le personnage marquant, on va dire, de ces dernières années. Absolument. Ouais. L'idée, voilà, Netanyahou voulait un second Stanley Fischer, quelqu'un de très fort, quelqu'un qui, à l'étranger, on puisse dire, regardez, le gouverneur de la Banque d'Israël, c'est quelqu'un, nous avons une politique très spécifique, et il faut avouer quelque chose, c'est que Stanley Fischer, en 2008, était très important. Sans Stanley Fischer, nous pouvions nous aussi rentrer dans l'espèce de chaos qui s'est passé aux États-Unis ou en Europe. Or, nous n'avons rien eu parce que nous avions cette espèce de grand-père merveilleux, une personne sur laquelle vous pouviez faire confiance. Et s'il vous disait « N'ayez crainte, les banques ne vont pas faire faillite ici, je m'en occupe », vous lui faites confiance. Et donc, Karnit Flouk, puisque c'est elle dont il s'agit, incarne donc cette espèce de continuité de la politique monétaire d'Israël ? Absolument. D'abord, il y a eu un grand changement cette dernière année, c'est que Stanley Fischer s'est rendu compte que le système israélien était un système finalement où il y avait c'était une personne, le gouverneur, qui décidait tout. Et il a dit non, c'est pas du tout bien, il faut faire comme d'autres pays, il faut faire une espèce de communauté monétaire, et donc vous ne décidez plus tout seul, donc vous n'avez plus la responsabilité du choix, finalement vous le faiite ensemble. Et là, Karnit Flouk se sent très très bien, parce que finalement elle va prendre autour d'elle, il y a déjà des gens, mais il va y avoir des changements, puisque elle-même, il va y avoir une nouvelle personne de la Banque d'Israël qui va devoir entrer, elle va se sentir donc très très à l'aise. Mais alors le fait que ce soit une femme, il y a en ce moment une espèce de tendance aux États-Unis, on a vu, c'est une femme qui a été nommée à la tête de la Réserve fédérale, Christine Lagarde au FMI. Pour vous, ça incarne un changement de mentalité ou pas du tout ? Il ne faut rien d'autre y voir que des circonstances. Alors oui, c'est une bonne question. Je pense qu'au niveau de Karnit Flouk, le peuple, il faut parler ici du peuple, la voix du peuple. Le peuple a voulu demander à Netanyahou, mettez une femme, c'est très important, mais finalement, de ce point de vue-là, c'est pas très très important. C'est-à-dire, elle ne fera pas. Vous auriez mis un homme à la place dans le même style, vous auriez eu exactement les mêmes conséquences. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est au niveau des banques privées. Le fait qu'il y a maintenant 3 femmes à la tête de banques privées, et je m'attends surtout à ce que ce soit non seulement dans des banques privées, mais aussi des fonds d'investissement. Parce que là, on a des recherches qui ont prouvé que lorsqu'il y a des femmes dans des fonds d'investissement, en général, vous avez des taux
qui sont plus élevés et avec moins de risques. Et alors là, je vois ça comme quelque chose d'important. Et si vous vous rendez compte en Israël... Donc l'expression bon père de famille, là, ne convient pas. C'est plutôt bonne mère de famille, rentabilité élevée et pourtant prise de risque minimale. Absolument. Ouais. Absolument. C'est très très clair dans les données américaines que c'est vraiment quelque chose... Vous avez une nette différence dans les secteurs, enfin dans le secteur surtout de l'investissement, quand vous avez des femmes dans le board ou quand vous n'en avez pas beaucoup. Et là, en Israël, nous n'avons pas du tout encore la parité. Donc, c'est très bien. En tant que femme, c'est vrai que je suis très contente aussi que Karnit Flug l'ait. Je suis très contente que cette saga soit finie. Oui, parce que c'était quand même un feuilleton qui commençait à durer un peu, qui devait quand même inquiéter. Oui, mais finalement, ça s'est fini de façon extrêmement... non seulement extrêmement intéressante, mais bien. Et le temps était un facteur important, parce que qu'est-ce qu'a dit Netanyahou aujourd'hui? Il a dit, écoutez, nous l'avons essayé, c'est-à-dire nous avons vu pendant 3 mois qu'elle fait un très bon travail, donc là, nous pouvons la prendre. Donc, et alors, c'est réussi. Voilà, et alors, le petit scoop, c'est que ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire que Karnit Flug, quand elle a été choisie pour être à la tête du service de recherche à la Banque d'Israël, a aussi été d'abord en intérim pendant quelques mois, puis ensuite on a dit, bien finalement, elle fait un très bon travail, pourquoi pas. Et donc, c'est une manière de prouver que finalement, elle est très bien, on attend quelque temps, et à ce moment-là, on décide que c'est elle. Et donc, Netanyahou, on ne peut pas dire il a perdu la face. Non, justement, il a fait un très bon choix sans perdre la face, alors que sur le chemin, c'était assez catastrophique. Alors, que va faire justement Karnit Flug en tant que gouverneur? Est-ce qu'elle va continuer la politique qui est menée depuis des années, qui vise à redresser évidemment les finances d'Israël, réduire l'endettement tout en gardant une monnaie forte, ce qui n'est pas toujours dans l'intérêt de la population et de certains qui cherchent à se loger, par exemple, ici? Alors, 2 points très différents. D'un point de vue du taux d'intérêt, ce mois-là, elle l'a baissé parce que nous avons actuellement l'impression que la croissance va un petit peu baisser. Donc, on baisse les taux d'intérêt pour faire augmenter et la consommation et les investissements. Deuxième point, on baisse aussi les taux d'intérêt parce que nous avons un problème d'un shekel très fort. Donc, quand vous baissez les taux d'intérêt israéliens, relativement, vous avez moins d'investissements, vous avez moins de dollars qui viennent prendre des taux d'intérêt forts en Israël. Et donc, vous aidez un peu, si vous voulez, à baisser la dépréciation du dollar et de l'euro par rapport au shekel. Mais franchement, 0,25%, etc., c'est pas ce qui va aider, et nous allons nous trouver, surtout que nous avons cette fameuse maladie hollandaise par rapport au fait qu'on a trouvé du gaz, donc nous allons avoir des exportations de gaz ou même une consommation minime du gaz venant de l'étranger. Obligatoirement, nous savons que cela revient à augmenter la valeur du shekel et à avoir un dollar relativement et un euro moins bas. Donc là-dessus, elle aura beaucoup de mal. Maintenant, sur le côté, sur le côté des appartements, qui est un grave problème en Israël, ce n'est pas tellement son choix. C'est vraiment là beaucoup plus un choix de Netanyahou. Ce n'est pas du tout une question monétaire, et donc je crois qu'on ne peut pas lui demander de tout faire en même temps. Ce qui est très important, c'est qu'elle fasse attention que les banques soient sérieuses et ne font pas des politiques qui soient dangereuses pour le public. Donc, pas de dérégulation du crédit, par exemple? Je pense que là-dessus, elle restera vraiment sur ce que sur ce que Fischer a fait. Et une chose qu'il faut dire quand même, un seul petit point négatif que je trouve, c'est que quand Stanley Fischer s'est rendu compte qu'il y avait un problème à la Banque Hapoalim, il n'a pas eu peur de dire Dankner doit démissionner, alors que la personne qui se trouvait à la tête de la Banque Hapoalim a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, le gouverneur de la Banque d'Israël n'a pas le droit de demander une chose pareille. Il n'avait pas peur parce qu'il ne faisait pas partie de l'élite israélienne. C'était quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui disait « Je vois très bien qu'il y a un problème ». Karnit Flug fait partie
de l'élite israélienne. Elle connaît tous les gens du milieu. Peut-être que de ce point de vue-là, elle aura plus de mal à jouer... Est-ce que c'est un poste où on est sous l'influence des politiques? Est-ce que, par exemple, le Premier ministre israélien, qui la nomme, peut avoir sur elle une influence ou peut-être une emprise? Écoutez, la Banque centrale d'Israël, a priori, comme toutes les banques centrales, ont une indépendance totale. Ouais. Mais d'un autre côté, et donc de ce point de vue-là, je ne crois pas que vraiment il y aura une grande influence. Mais évidemment que quand même, vous êtes influencé, vous écoutez, et surtout, il faut comprendre que c'est elle qui ne s'occupe pas que de la politique monétaire, mais aussi doit dire son avis sur le chômage en Israël et sur la croissance, et donner son opinion à Yair Lapid et donc à Netanyahou. Alors vous parliez tout à l'heure justement de prévisions de croissance peut-être un peu moins bonnes que prévu. On a vu récemment qu'un grand groupe pharmaceutique israélien avait annoncé des suppressions d'effectifs très importantes. Est-ce que c'est le signe peut-être d'un glissement de l'économie israélienne là ? Alors, point de vue chômage, nous n'avons pas de problème. C'est-à-dire vraiment l'histoire de Teva, si on peut en parler, elle est complètement différente. On peut dire quelques mots sur Teva ? Bien sûr. Bon, alors Teva, c'est très intéressant, mais c'est une compagnie qui était une compagnie phare en Israël. Vous ne connaissez pas un fonds d'investissement leader mondial du médicament générique. Hein. Ouais. C'est cela, mais deux choses. Un, c'était le leader mondial du générique, mais aussi elle avait le Copaxone, qui est un médicament pour une maladie, je ne sais pas le nom en français, Tarechet Nefotsa, c'est une maladie nerveuse très grave. Et ils vont perdre ces droits l'année prochaine. C'est la raison pour laquelle il était très très clair que de toute façon, ils vont avoir actuellement des profits plus bas et donc sont obligés de mettre des gens au chômage. Ce n'est pas du tout l'histoire d'Israël. Teva, c'est quelque chose de complètement différent. Mais je ne crois pas que le problème d'Israël, c'est le chômage. Le problème d'Israël, c'est une croissance pas assez élevée et surtout un taux de productivité relativement bas. Par rapport à la Par rapport même à l'Europe. Ouais. Non, par rapport à l'Europe. C'est-à-dire que la raison pour laquelle nos salaires moyens ne sont pas élevés et que les jeunes disent il est difficile de finir le mois, c'est justement parce que relativement la productivité du travail en Israël n'est pas assez élevée. Alors, comment faire en mettant une plus grande partie de la population au travail, comme veut le faire Yair Lapid? C'est une piste, ça? Ça, c'est une manière d'augmenter effectivement. C'est un sine qua non si nous voulons une continuation d'Israël telle qu'elle a été jusqu'à présent. C'est-à-dire l'idée que le milieu ultra-orthodoxe continue à ne pas travailler, ça n'a aucun sens, surtout que vous savez très bien qu'à partir de 2030-2040, ils seront la majorité de la population israélienne. Alors, ne pas travailler, ce n'est pas du tout possible, donc c'est évident que ce que Lapid et Netanyahou veulent faire, de ce point de vue, ils sont tout à fait d'accord, c'est obligatoire. Mais je parle de quelque chose encore de plus important, c'est que quand les gens travaillent, qu'ils deviennent plus efficaces. Et nous avons un niveau d'efficacité qui n'est pas suffisant en Israël. Donc ça, c'est un des points sur lesquels il faut appuyer. Un mot, parce qu'il nous reste 2 minutes, mais le fait qu'Israël s'oriente désormais de manière vraiment voyante vers les hautes technologies, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un pays exclusivement tourné justement vers ce secteur? Est-ce qu'il n'y a pas un risque là aussi pour l'économie, une sorte de bulle artificielle qui se crée avec ces startups? D'abord, vous avez tout à fait raison que Israël, comme d'autres pays, vous n'avez plus Israël qui va toujours avec la même vitesse. Vous aurez Israël à 2 vitesses, mais le monde entier va à 2 vitesses. Vous aurez des inégalités qui vont en augmentant, mais d'un autre côté, vous voulez avoir cette haute technologie qui vous permet d'avoir une croissance très importante et d'être avec une croissance grâce à la technologie et non pas grâce au fait que vous avez des gens qui travaillent plus dur. Donc, est-ce que ça crée des emplois? Est-ce que ça crée de la richesse pour tout le monde? Oui, non, ça crée de la richesse. La grande question, c'est avec quelle vitesse vous avez cette richesse qui va arriver à tous les niveaux? Ça, c'est une très très bonne question.
Et ce n'est pas si facile d'y répondre. Non seulement on voit des États-Unis que vous avez effectivement la création d'une croissance de certains qui gagnent plus et de certains qui gagnent moins. C'est une réalité. Merci beaucoup, Élise Brézis. On aura l'occasion de reparler en tout cas d'économie avec vous et notamment de ses orientations. On jugera aux actes cette nouvelle gouverneure de la banque israélienne Karnit Ploug qui a été nommée aujourd'hui. Merci. Donc je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université de Bar-Ilan en Israël et vous étiez donc venu, vous étiez d'ailleurs l'invité toute trouvée ce soir pour évoquer la nomination de cette femme à la tête donc de la Banque d'Israël. Merci beaucoup, Élise Brézis. Restez encore juste assise un instant et on vous libère, c'est promis. Dans quelques secondes, un nouveau journal à venir sur i24 News. Bonne soirée.